Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle formation à l'utilisation du dispositif Myolux Evolution. Evolution parce que maintenant équipé de capteurs et de logiciels qui, vous le verrez, nous permettent d'accéder à des mesures, à des objectivations et également faciliter notre rééducation avec un feedback particulièrement efficace et pertinent. Alors dans cette session, nous serons tout d'abord deux pour vous accompagner. Session qui va se décomposer dans un premier temps d'une présentation. Ensuite, vous pourrez échanger, vous pouvez le faire dès maintenant en posant des questions sur la fenêtre questions qui se trouve en bas et à droite de votre écran. Nous les récoltons, nous les collectionnons et nous pourrons y répondre en fin de session. Et puis ça sera, j'espère, l'occasion d'un débat riche et fructueux, comme c'est souvent l'occasion à l'occasion de ces formations. Donc deux personnes pour vous présenter. Benjamin, qui est ingénieur biomécanicien et qui vous donnera les aspects plutôt techniques, et puis les conseils pour suivre cette formation dans les meilleures conditions. Et puis en ce qui me concerne, Pascal Toski, je serai là pour essayer d'orienter au mieux l'utilisation du dispositif dans sa pratique au quotidien, c'est-à-dire au sein de nos cabinets ou de nos centres de rééducation. Donc le contexte de l'entorse de la cheville, vous le connaissez, hein, on ne va pas passer énormément de temps, simplement quelques rappels qui vont vous être donnés par Benjamin pour suivre correctement surtout les éléments vidéo qui seront présentés à l'occasion de cette session. Oui, bonsoir à tous. Simplement, juste avant d'enchaîner direct avec la première partie de la présentation, on va essayer de rendre interactif un peu la présentation en passant quelques vidéos. Ces vidéos, si vous n'arrivez pas à les voir, c'est simplement en fait que vous êtes en mode plein écran. Donc pour quitter le mode plein écran, il suffit, comme c'est suggéré sur la diapositive que vous avez en face de vous, c'est de cliquer sur le petit carré entouré en rouge, qui donc vous permettra de sortir du mode plein écran et ainsi de pouvoir suivre les vidéos. Néanmoins, si jamais il y a des problèmes techniques, ça peut arriver, mais normalement tout devrait bien se passer. Si vous n'arrivez pas à voir ces vidéos, ne vous inquiétez pas. Dès demain, vous allez recevoir la présentation en .pdf. Et sur cette présentation, vous aurez les liens qui emmènent vers notre chaîne YouTube. Donc vous aurez tout le loisir de revoir les vidéos si jamais il y a un souci ce soir. Essayez plutôt de suivre le déroulé de la présentation s'il y a des soucis, mais normalement tout devrait bien se passer. Voilà, donc après ces conseils, si on retrace rapidement le contexte de l'entorse de la cheville, de l'instabilité chronique de la cheville, vous connaissez ces chiffres, hein, ils ont été suffisamment publiés, suffisamment communiqués, avec un taux très important, la première pathologie mondiale dans le domaine de la traumatologie, des coûts conséquents pour les organismes de prise en charge, et puis ce qui est le plus important, hein, puisque nous sommes des thérapeutes, c'est les dégradations anatomiques qui sont générées par la grosse problématique que l'on connaît dans le domaine des entorses de cheville, qui sont les récidives, la répétition d'accidents capsulo-ligamentaires qui vont entraîner des instabilités et qui vont entraîner secondairement des dégradations pouvant amener à des handicaps importants et des prises en charge chirurgicales souvent lourdes et parfois invalidantes. Donc en ce qui concerne cette entorse de cheville, la prise en charge, eh bien, vous la connaissez, elle est basée sur deux aspects bien précis, le renforcement musculaire et puis la reprogrammation proprioceptive dans le cadre d'une boucle qu'on appelle reprogrammation sensorimotrice. C'est-à-dire qu'on va agir sur un élément sensitif qui va informer le système nerveux central, donc à base de capteurs périphériques essentiellement, et puis ensuite des effecteurs qui devront être avec un certain niveau de performance pour pouvoir protéger l'articulation dans les meilleures conditions possibles. Et tout ça coordonné par le système nerveux central, le chef d'orchestre, qui nous permettra de protéger l'articulation, de mettre en tension le système musculo-tendineux au moment le plus opportun pour cette protection articulaire. Je vous rappelle que les ligaments sont dans l'incapacité de protéger une articulation sur des mouvements à haute énergie cinétique ou à rotation très rapide. Par contre, le seul qui est capable de s'opposer
c'est le gainage, le système neuromusculaire qui va pouvoir être activé au bon moment et à bon escient. Donc à partir de ces techniques qui étaient utilisées depuis plus d'une quarantaine d'années, la littérature nous indique dans une publication qui est maintenant la publication un peu phare, l'étude de Postol, la méta-analyse de Postol, eh bien que malheureusement, si l'on compare les sujets qui ont été rééduqués et ceux qui n'ont pas été rééduqués, il n'y a pas de différence significative entre les gens qui ont été rééduqués et non rééduqués pour protéger contre l'entorse de la cheville. Donc à partir de là, eh bien, il a fallu s'interroger, il a fallu mettre en place des techniques qui devenaient ou devaient devenir plus efficaces pour protéger contre la récidive d'entorse. Et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer. Alors à partir d'une solution qui est la solution du Myolux et Myolux Evolution, c'est une solution parmi tant d'autres, mais ce qui est important également, c'est de bien comprendre les supports biomécaniques, neurophysiologiques, physiopathologiques qui font qu'on est dans l'obligation de suivre des orientations, suivre des prises en charge techniques bien spécifiques pour pouvoir aboutir à l'objectif final qui est de stabiliser nos patients lorsqu'ils ont été victimes d'une entorse de la cheville. Alors, la première chose, c'est le concept que vous avez sous les yeux. Et le concept que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement une configuration qui est absolument fondamentale. Cette configuration qui a maintenant été montrée par de nombreuses études, entre autres une étude menée en association entre un laboratoire canadien et un laboratoire français. Et donc cette configuration, c'est pour pouvoir avoir la capacité de cibler correctement les capteurs de la cheville et ensuite de pouvoir les activer de façon performante. Il est nécessaire d'avoir d'une part une palette métatarsienne qui va être stable et qui va donner la possibilité de mettre en place un ancrage métatarsien, pour permettre la mise en évidence et la capacité d'utilisation des muscles rétromalléolaires, latéraux et médiaux. Et il faut que l'arrière-pied, obligatoirement, se mobilise entre son talus et son calcaneus, selon son axe physiologique, qui est l'axe de Encke, et autour duquel vont se faire les mouvements tridimensionnels. Alors, une solution qui a été développée par des kinésithérapeutes et des chercheurs universitaires, c'est effectivement le concept Myolux, qui est maintenant utilisé depuis plus de 7 ans dans les cabinets de rééducation. Et ce concept, eh bien, il va le permettre par son chausson biomécanique, que certains d'entre vous doivent connaître, une pelote d'avant-pied qui va pouvoir être soit stable, soit déstabilisante, et un articulateur qui va permettre la mobilisation selon l'axe tridimensionnel, l'axe de Encke au niveau de l'arrière-pied. Et donc dans ce cadre-là, la première des obligations, c'est de pouvoir cibler les capteurs de la cheville. Les études récentes, en 2012, ont montré que les outils multidirectionnels, déstabilisation multidirectionnelle, eh bien, ont plus une capacité à cibler les capteurs proprioceptifs de la hanche et du dos, en laissant un petit peu de côté, même beaucoup de côté, les capteurs de la cheville, alors qu'on a besoin de remettre à niveau ces capteurs qui vont informer de façon efficace le système nerveux central. Donc ces capteurs, on les cible de deux façons. D'une part, en allant mobiliser l'arrière-pied sur un mode tridimensionnel, le mouvement de pronation-supination, c'est-à-dire de l'ensemble du pied, n'est pas performant pour aller activer ces capteurs. Et ces capteurs, ils se trouvent dans le sinus du tarse, et pour pouvoir être activés correctement, il faut qu'ils soient mobilisés de façon tridimensionnelle par une dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Je vous renvoie aux cours et aux enseignements faits par Kapanji, et vous verrez à quel point cette articulation a besoin de travailler dans ces conditions pour être efficace. Et puis, il faut que ces capteurs, lorsqu'ils sont sollicités par une dissociation correcte entre l'avant-pied et l'arrière-pied, il faut que ces capteurs aient ce qu'on appelle une acuité proprioceptive, c'est-à-dire une sensibilité suffisamment performante pour donner le plus rapidement possible au système nerveux central l'information de mobilisation en inversion ou en éversion.
Et les travaux de Coransen nous ont appris que l'acuité proprioceptive, la sensibilité au sens discriminatif, est une capacité de détecter les mouvements d'inversion ou d'éversion en deçà de 2 degrés. En réalité, c'est 1,7 degrés. Donc vous voyez, c'est des déplacements qui sont minimes, qui rendent tout particulièrement performant la détection rotatoire du membre inférieur, et il faut que ces capteurs soient capables de revenir à ce niveau-là. Donc vous verrez, on va vous le montrer, cet outil est fait pour augmenter la proprioception, mais sur un aspect acuité proprioceptive, sensibilité, et en même temps sur un ciblage des capteurs au niveau du sinus du tarse. Deuxième aspect fondamental, c'est la possibilité de renforcer en charge les muscles protecteurs de la cheville, les fibulaires. Pourquoi en charge? Tout simplement, c'est dans ces conditions que se crée l'entorse de la cheville. Vous savez, ce mécanisme d'inversion maxima avec la mise en charge du poids du corps. Et c'est dans ces conditions qu'on pourra avoir un véritable reflet ou une véritable capacité de se protéger sur ce mouvement lésionnel. Il est très compliqué de faire des renforcements musculaires en décharge ou dans d'autres conditions et d'avoir une transposition du gain obtenu dans une configuration vers la configuration physiopathologique. Donc il est important que ces éverseurs puissent être sollicités en charge, en excentrique, puisque c'est le mouvement freinateur qui vient s'opposer à la lésion, et ensuite sur toute l'amplitude, l'ensemble de l'amplitude, de la course interne jusqu'à la course externe. Bien souvent, on verra, il y a des déficits sectoriels qui passent inaperçus, et qui passent inaperçus bien souvent à l'évaluation isocinétisme. Et enfin, le troisième élément clé dans cette rééducation sensorimotrice, c'est la capacité au système nerveux central et au complexe musculo-tendineux à venir s'activer de façon anticipée, venir gainer en quelque sorte l'articulation avant l'impact du talon au sol, de façon à anticiper la déstabilisation et faire que la cheville soit complètement stabilisée au moment du risque lésionnel, au moment du risque d'inversion qui pourra éventuellement apporter une dégradation capsulo-ligamentaire. Et donc cette activation anticipée, elle se fait avec des exercices de locomotion, mais des exercices de locomotion qui vont déstabiliser l'organisme, et qui vont la cheville, effectivement, excusez-moi, et qui vont déstabiliser l'ensemble de l'organisme et qui pourra s'organiser par rapport à cette déstabilisation. Et il est nécessaire de pouvoir solliciter cette déstabilisation d'arrière-pied avec des vitesses qui sont des vitesses compatibles avec la mise en place de stratégies de protection. Et on sait maintenant très bien que la vitesse de déstabilisation doit être de l'ordre de 550 à 650 degrés par seconde. C'est-à-dire que le mouvement d'inversion doit se faire avec une vitesse de 600 degrés par seconde pour que le système nerveux central se mette en situation de se protéger et mette en place ces stratégies d'anticipation, voire des stratégies de délestage en tout dernier lieu. Donc voilà les concepts. À partir de là, si on veut appliquer et mettre en place une rééducation qui corresponde aux connaissances scientifiques actuelles, il faut passer par ces 3 points. Donc, loin de nous de penser que nous sommes détenteurs de la seule solution, mais effectivement, le dispositif a été conçu à partir de ces postulats pour essayer de répondre le mieux à ces exigences. Donc, dans ce domaine, des études cliniques sont en cours. Une est terminée depuis déjà une bon nombre d'années, qui est publiée dans la revue que vous avez sous les yeux, donc, et qui vous permet de voir que lorsque l'on rééduque les patients avec ce dispositif uniquement sur 10 séances référentielles de la haute autorité de santé pour les entorses de cheville, eh bien on arrive au bout de 10 séances, et surtout sur un suivi de plus de 6 ans, on arrive à avoir un taux de récidive qui est de l'ordre de 12%, qui est quand même une avancée significative, puisque les publications montrent qu'on est plus proche de 40 à 50% que de 10%. Et puis où on a un gain encore très significatif et supplémentaire, c'est lorsque l'on entretient les soins qui ont été faits au cabinet par le kinésithérapeute, on entretient avec un dispositif qui vient cibler la proprioception, entretenir la force musculaire et entretenir la proactivation, eh bien on est sur un taux qui est de l'ordre de 3% de récidive.
D'autres études sont en cours, une vient de se terminer et nous pourrons vous faire part des résultats incessamment sous peu. Également, des études sont mises en place avec des chirurgiens actuellement dans plusieurs secteurs et qui vont investiguer la capacité à rééduquer dans les meilleures conditions les chevilles qui ont eu une intervention chirurgicale et des ligamentoplasties. Voilà, en gros, le dispositif tel qu'il existait jusqu'au mois de mars, avec son concept que je viens de vous présenter, et donc avec une volonté, effectivement, à partir d'une stabilisation spécifique, de cibler le signal proprioceptif à point de départ de la cheville, et également de pouvoir mettre en place les boucles sensorimotrices et les opérances musculaires de qualité. Tout ceci a été validé et nous tenons les travaux à votre disposition, publiés dans des revues internationales. Tous ces éléments physiologiques, en quelque sorte, ont été validés par des chercheurs et qui sont sur de nombreux territoires, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Alors, je vais laisser un peu la parole à Benjamin pour venir sur les aspects plus technologiques, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Donc tout à fait, comme ça vient d'être dit, depuis le mois de mars, le concept Myolux a subi une amélioration conséquente, une évolution, puisque d'un concept mécanique, purement mécanique, on est passé à un dispositif digitalisé, dans le sens où à partir d'un capteur qui a été greffé au chausson d'origine et couplé à une application sur tablette tactile, on aboutit donc à un produit beaucoup plus abouti et qui offre des perspectives très intéressantes à la fois pour le patient et à la fois pour le thérapeute. Ça va être un peu l'objet de la présentation maintenant, de vous expliquer tout ça. Alors, de quoi il s'agit? Donc rapidement, on va expliquer le concept. Ça ne va pas être la plus grosse partie de la présentation, mais néanmoins pour bien comprendre de quoi on parle. Le Myolux Medic Evolution, tout simplement, donc je viens de le dire, hein, à partir d'un chausson mécanique, on ajoute une pièce d'interface et une centrale inertielle qui est composée de plusieurs capteurs, hein, gyroscope, accéléromètre, magnétomètre. Et avec ça, on obtient l'outil connecté final qui lui va être couplé à une application sur tablette tactile. Cette application, simplement, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un programme qui est relativement complexe, mais surtout, le gros travail de recherche qui a été effectué, ça va être d'identifier les paramètres qui sont pertinents et surtout ensuite de les valider. Valider ces paramètres pour ensuite en sortir quelque chose qui soit applicable en cabinet de kinésithérapie. Et ça a été ça le plus gros challenge du développement sur plusieurs années de ce dispositif. Pour présenter un petit peu l'application de manière concrète, pardon, à chercher le mot, vous avez sous vos yeux un écran d'accueil avec ce radar, un hexagone, qui est vraiment la base du protocole de rééducation. On a 3 exercices sur le versant proprioceptif, 3 exercices sur le versant musculaire. Tout ça, ça nous donne donc 6 exercices qui permettent de jauger les performances des patients. L'application a été développée de faire en sorte qu'elle soit intuitive. Dans le jargon neuroscientifique, on parle d'affordance. Le terme d'affordance, ça renvoie à rendre simple quelque chose qui à l'origine est plutôt complexe. Donc c'est ça un peu qui guide l'esprit des ergonomes. Donc ça a été un peu le but de cette application. Et donc dans ce cadre-là, avec cette application, on va pouvoir rééduquer les patients de manière optimale, et pour le thérapeute, on va le voir, on va pouvoir chiffrer un peu les performances du patient et diagnostiquer les déficits. Donc, comme je viens de le dire, double plus-value du dispositif. Pour le thérapeute, l'intérêt, ça va pouvoir être de faire des diagnostics objectifs. On va pouvoir chiffrer les déficits fonctionnels qui sont générateurs d'entorse de la cheville et à plus long terme générateurs d'instabilité chronique de cheville. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir identifier l'origine de ces déficits, savoir si c'est plutôt sur le versant proprioceptif, plutôt sur le versant musculaire, et ainsi pouvoir adapter le contenu des séances au long de la rééducation.
identifier les déficits, les quantifier, mettre des chiffres derrière les performances pour voir concrètement, de manière objective, quelles sont les performances des patients. Et c'est plus facile aussi pour passer les consignes, d'avoir un support et favoriser l'autonomie des patients. Pour le patient, l'intérêt primordial, c'est d'avoir un biofeedback. On va le voir. Le biofeedback va permettre de mieux comprendre l'exercice, qui ne sont pas toujours faciles à expliquer, et de s'approprier plus facilement les consignes. Ça permet aussi, on va le voir notamment sur un exercice de proprioception, de pouvoir suggérer le comportement moteur, suggérer la stratégie motrice à adapter au patient pour bien réaliser l'exercice. Là encore, on retombe sur le principe d'affordance. Évidemment, le fait d'avoir un feedback visuel ou auditif, ça permet d'entretenir la motivation du patient et de l'impliquer de manière plus importante dans sa rééducation. Voilà, petite synthèse sur ce qu'on vient de dire. Version connectée du Melux depuis mars 2016, le Melux Medic Evolution, avec un feedback pour le patient pour mieux comprendre les exercices et entretenir sa motivation, et des bilans, la possibilité de générer des bilans pour les thérapeutes pour diagnostiquer les déficits fonctionnels et orienter la progression du patient et pouvoir communiquer avec toute la chaîne thérapeutique. Très rapidement, on ne va pas s'étendre, mais pour que vous ayez un peu un aperçu des fonctionnalités générales du dispositif. Sur le bureau de l'application, donc on a une petite icône qui nous renvoie directement sur l'écran d'accueil qu'on a déjà visualisé tout à l'heure. Sur cet écran d'accueil, on a la possibilité d'accéder à un espace sécurisé. C'est une volonté de faire en sorte qu'un espace sécurisé soit à disposition du thérapeute, et si jamais on laisse le dispositif en autonomie pour le patient, il n'est pas accès à tout un versant personnel du thérapeute, savoir toute la gestion de ses patients et de l'historique de ses patients. Donc dans cet espace de gestion des patients, on peut créer des patients, créer des prescriptions, et dans chaque prescription, créer des séances sur lesquelles le patient est redirigé pour réaliser ces séances. Donc voilà, avec toutes les fonctionnalités intuitives pour pouvoir réaliser ces opérations. À chaque fois que l'on veut, on peut se déconnecter de cet espace, et le patient n'y aura pas accès car, comme vous l'avez vu, l'espace est sécurisé par un code qui est strictement personnel. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la pratique au quotidien, si on s'intéresse au protocole de rééducation et si on s'intéresse plutôt à la pathologie qui est la pathologie fraîche, un traumatisme récent, il est de bon ton de pouvoir suivre le protocole et de suivre le protocole selon les fonctionnalités que vous allez voir qui sont de 1 à 6 dans l'ordre chronologique. Généralement, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, il est nécessaire de respecter dans le premier temps une période non douloureuse avec la fonte de l'œdème, avec la reprise d'un certain appui, d'une mobilisation. Et à partir de là, on va pouvoir enchaîner progressivement, à partir d'un bilan, enchaîner progressivement la rééducation, en s'intéressant dans un premier temps plutôt à la proprioception. Ensuite, on va commencer à aller solliciter le renforcement en décharge partielle, puis en charge de plus en plus importante et en charge totale. Et puis ensuite, on pourra, comme on l'a fait au début, évaluer le patient sur sa progression, sur son déficit encore éventuellement restant, et à partir de là, eh bien, en concertation avec le médecin ou les caisses de sécurité sociale, demander éventuellement une prolongation de soins. Alors, pour ces différents exercices et cette proprioception, donc cette proprioception qui est dans l'exercice numéro 1, la proprioception de repositionnement. Donc cette position de repositionnement, c'est ce qu'on appelle en langage de laboratoire, qui était utilisé depuis bon nombre d'années pour des tests et des mesures. C'est ce qu'on appelle le matching test, c'est-à-dire la capacité du patient à aller retrouver une amplitude, enfin un positionnement articulaire plus exactement, qui a été au préalablement déterminé et qui, sans l'apport des informations visuelles, devra être retrouvé par le patient par ses propres moyens. Donc le logiciel va offrir au patient dans un premier temps
une cible qui va devoir isoler, qui va devoir cibler, et ce ciblage va lui permettre de conduire l'essai secondaire pour le retrouver dans les meilleures conditions. Donc là, on a un petit problème technique pour l'instant pour vous montrer les vidéos en direct, mais ça ne devrait pas tarder. Non, c'est pas celle-là. Donc, comme je vous le disais, hein, la nécessité de cibler une position articulaire sans les informations visuelles. Et lorsque l'on a un repositionnement qui va être avec une erreur inférieure à 2 degrés, on sera dans les conditions qui sont des conditions d'acuité proprioceptive satisfaisantes. Si on a une erreur entre 2 et 4 degrés de repositionnement, là on se trouvera dans une situation d'erreur acceptable, mais quand même à rééduquer, et donc le patient sera pénalisé de 5% au niveau de son test. Et puis ensuite, lorsque le patient fait une erreur de repositionnement supérieure à 4 degrés, il sera pénalisé de 10%. Lorsque les exercices et les tests ont été réalisés correctement, il devra, à partir de là, obtenir, pour être plutôt efficace, hein, vous le voyez à votre écran, il devra, pour être efficace, obtenir un score qui est un score sur la page d'accueil, hein, qui est le radar que vous avez pu visualiser tout à l'heure, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Il devra avoir un score de 75%. À partir du moment où les erreurs qui ont été accumulées à l'occasion de ce test sont supérieures ou égales à 75%, on considère que l'acuité proprioceptive est tout à fait satisfaisante. Donc voilà pour la première fonction. La deuxième fonction, je vous le rappelle, c'est la possibilité d'aller cibler ces capteurs, donc qu'ils soient suffisamment fins, mais il faut également qu'ils soient ciblés par la mécanique soutalienne, par la dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied, et ce qu'on appelle la proprioception de repositionnement. Le sujet, cette fois-ci, aura un ancrage métatarsien, une palette métatarsienne stable, et il devra, sur un mode tridimensionnel, autour de son axe de Encke, venir mobiliser et stimuler, activer les capteurs qui se trouvent dans le sinus du tarse. Donc cette stimulation, vous allez pouvoir le voir là en direct sur l'écran. Votre patient va devoir être en capacité de maîtriser totalement son avant-pied, et il devra, par les mouvements au niveau du couple du médio-pied, que vous connaissez bien, associé à une rotation interne et externe de tibia selon l'inversion et l'éversion, il devra mobiliser son calcanéum sous son talus, de façon à pouvoir correctement stimuler ses propriocepteurs. Donc on lui demande simplement d'aller positionner la bille rouge alternativement sur une cible verte qui va pouvoir s'éloigner de plus en plus pour aller parcourir l'amplitude totale d'inversion et d'éversion qui est permise sur une soutalienne normée lorsque le patient est en charge. Un charge à appui unipodal est plutôt en dorsiflexion. On n'est pas effectivement sur une inversion totale, mais on est sur un positionnement en charge avec la capacité de détecter les moindres mouvements d'inversion et d'éversion. Si le patient, comme vous le voyez, travaille sur un mode bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il essaye de corriger ou de mobiliser la bille en pronation et supination, la bille rouge va dériver et il sera dans l'impossibilité de réaliser l'exercice. Alors c'est compliqué d'expliquer ça au patient quand on n'a pas un feedback visuel comme celui-ci. À partir du moment où on a la possibilité de le guider par des informations visuelles, il est simplement, comme consigne, on lui indique simplement d'immobiliser son avant-pied et d'essayer de mettre la bille sur les cibles vertes. Et les choses se passent vraiment très très facilement. Donc on laisse le patient s'entraîner pendant une dizaine de minutes. Et quand on revient, deux cas de figure. Soit il est capable de faire l'exercice, c'est parce qu'il y avait un déconditionnement, et par l'exercice et la concentration, il a réussi à retrouver un petit peu ce beau couple de dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Soit il n'arrive pas, donc on recommence l'exercice, et s'il est toujours en échec, c'est une excellente indication pour aller investiguer la mobilité de la soutalienne. Et bien souvent on trouve des raideurs qui sont installées par
immobilisation de défense ou installés par des séquelles de lésions du ligament AS sur des fibroses séquelaires qui sont parfois assez importantes et qui doivent demander une thérapie manuelle, une mobilisation spécifique pour obtenir à nouveau une mobilité sur cette articulation. Enfin, le troisième point, c'est la proprioception fonctionnelle, c'est-à-dire comment le système nerveux central capte correctement ces capteurs qui sont correctement stimulés, qui sont suffisamment discriminatifs et qui ensuite devront permettre au système nerveux central de mettre en place l'action motrice de rééquilibrage ou de restabilisation par rapport à la déstabilisation qui vient de se créer. Donc quelques vidéos pour vous montrer, le patient est en appui unipodal et il devra maîtriser cette bille rouge à l'intérieur de la surface verte, les yeux ouverts, puis les yeux fermés puisqu'il existe un feedback auditif lorsqu'il vient dépasser les bornes qui s'offrent à lui de part et d'autre de la surface qui est affichée sur l'écran. Donc vous voyez votre patient qui va devoir en permanence, sur les modes dissociation et avec de très fines perceptions du déplacement, va devoir maîtriser cette bille rouge à l'intérieur de la surface. Tout d'abord une surface large, importante, en position facile, qui se restreint un peu plus en position normale, et qui, dans l'objectif final, est de pouvoir s'effectuer sur une amplitude, ou du moins une surface, particulièrement resserrée. Donc à noter que lorsque les patients passent beaucoup de temps sur l'espace qu'on va dire gauche sur votre écran, eh bien on est sur un patient qui est plutôt pronateur, en hyperpronation, et c'est souvent une défense, une stratégie qu'adoptent les patients en instabilité chronique. En instabilité chronique, eh bien, afin d'éviter la mise en charge de la bande externe, qui est à potentialité lésionnelle importante, eh bien, les stratégies du système nerveux central est d'attaquer et de maintenir le pied sur le rayon interne de façon à limiter le risque ou le potentiel de déstabilisation. Donc voilà pour les aspects proprioceptifs. Deuxième élément, c'est le renforcement musculaire. Et ce renforcement musculaire, je vous rappelle, c'est la capacité de retenir la mise en charge du poids du corps sur une inversion, et ceci sur toute la course et avec 100% du poids du corps. Donc pour cette fonction, il y a une règle d'or, c'est ne jamais mettre le patient en situation d'échec. Il faudra absolument passer par une mise en charge progressive. Donc vous voyez en bas de l'escalier, le patient est à 50-50 de répartition de poids de corps. Donc on peut le faire avec la mise du pied qui n'est pas en train de travailler, éventuellement sur un pèse-personne pour avoir l'identification de la bonne répartition du poids du corps. Mais ce qui marche également bien, c'est de positionner le pied sur un ballon en mousse et on verra, et le patient se rendra compte avec le thérapeute, que plus il écrase le ballon, plus il en charge, et plus il va permettre au ballon de s'expanser, et plus la mise en charge sera sur le côté qui est en train de travailler. Donc bien respecter cette progression dans la mise en charge, et c'est seulement lorsque le patient, en haut de l'escalier, sera capable de maîtriser une ou deux fois le mouvement d'entorse ou le mouvement d'inversion en charge, et de remonter au point de départ sur un mouvement excentrique puis un mouvement concentrique explosif, qu'on pourra vraiment attaquer la rééducation, et la rééducation pour l'amener à un niveau satisfaisant de performance musculaire. Donc le premier des points, c'est d'obtenir une capacité de production de force excentrique, hein, qui est vraiment le mode nécessaire pour se protéger d'une entorse de la cheville lorsqu'elle est en train de se réaliser. Et là, tout simplement, eh bien, à partir de cette interface graphique, on va demander au patient de pouvoir maîtriser la chute de la bille, qui représente la vitesse de déplacement de l'articulation pendant la chute en excentrique. Et cette vitesse, eh bien, elle a été clairement identifiée par une étude publiée dans Clinical Biomécanique. Elle a été clairement identifiée comme devant rester inférieure à 60 degrés par seconde. L'étude montre que les populations qui ne sont pas instables, qui n'ont pas de pathologie de cheville, sont toutes capables de maintenir ce mouvement freinateur avec un pic de vitesse inférieur à 60 degrés par seconde. Par contre, les gens instables sont dans l'incapacité de le faire et ils vont avoir des pics de vitesse qui vont aller bien au-delà de 60, parfois à 100, 120 degrés.
Donc l'objectif, c'est de les faire travailler en fonction de leur capacité, mais les faire travailler en développant ce contrôle excentrique avec ce pic de vitesse progressivement inférieur à 60 degrés par seconde. Voilà, vous voyez, le contrôle excentrique est validé lorsque la bille reste au-dessus de la barre. De la même façon, vous voyez une comptabilisation qui va se faire en turquoise et qui donnera un bon résultat. Lorsque le patient, lui, n'est plus en capacité de maintenir cette bille et que celle-ci va franchir la barre et passer en dessous, comme vous venez de le voir, eh bien on aura une comptabilité négative et la sanction en quelque sorte d'un contrôle excentrique qui n'est pas encore tout à fait opérant. Donc les exercices, bien évidemment, commencent avec un pic de vitesse qui est beaucoup plus rapide, hein, qui commence à 100 degrés par seconde, ensuite passera à 80 degrés par seconde, pour terminer les exercices finaux à un pic de vitesse de 60 degrés par seconde. Dans le renforcement concentrique, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le patient partira d'une position d'inversion, c'est-à-dire l'avant du pied en contact avec le sol, et là, le challenge, en quelque sorte, sera de mobiliser l'ensemble du poids du corps, bien évidemment après une période de progression et un apprentissage adéquat, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et bien d'être capable de mobiliser le poids du corps sur un mouvement concentrique, à partir de la course externe jusqu'à la course interne, mobilisant l'ensemble du poids de corps. Donc vous le voyez, le patient descend sur ses deux pieds pour ne pas fatiguer la descente, et ensuite il fait une remontée explosive. Et puis une fois qu'il a fini les exercices, ou qu'on a voulu faire un bilan, eh bien on a le résultat qui vient s'afficher, comme vous l'avez vu, sur l'interface. Cette interface nous permettra de comparer ce que le patient était capable de faire dans les séances précédentes et ce qu'il est capable de faire vers la fin des séances ou éventuellement à la dernière séance, avant de rejoindre éventuellement son équipe ou éventuellement son médecin pour un complément de rééducation. Vous voyez le patient qui n'arrive pas à passer la barre, qui cette fois-ci est un pic de vitesse à 250 degrés par seconde, n'arrive pas à valider, et lorsqu'il sera suffisamment explosif, il passera au-delà, et dans ce cadre-là, le pic de vitesse aura été un pic de vitesse suffisamment performant. Et enfin, eh bien, la conjugaison de tout ce que l'on vient de dire, c'est ce qu'on a appelé le renforcement fonctionnel. Et ce renforcement fonctionnel va permettre d'une part d'aller solliciter correctement les capteurs de détection des mouvements, va aller solliciter le travail excentrique et concentrique, va solliciter également la coordination intramusculaire, en laissant, vous allez voir, la bille à l'intérieur d'un petit cheminement avec des repositionnements très fins et de qualité, et également la capacité à prélever de l'information en amont, c'est-à-dire d'anticiper la déstabilisation à venir et travailler sur la proactivation. Alors on est sur une proactivation statique, c'est un préalable, ensuite elle sera bien évidemment sollicitée, le chausson sans sa centrale inertielle, sur des phases de locomotion et sur des circuits de déstabilisation pour développer la proactivation en phase locomotion et au plus proche de la réalité du terrain. Donc vous voyez le patient qui sur un pied essaye en permanence de maîtriser la bille en faisant des mouvements d'inversion et d'éversion, surtout pas des mouvements de flexion plantaire et de flexion dorsale puisque la bille ne pourra pas se mobiliser. Là il fait en permanence des mouvements d'entorse où il corrige les mouvements d'entorse et il suit le cheminement qui lui est proposé. Et ensuite à la fin, son score est affiché sur le radar qui est sur l'interface. Pour information, cette sinusoïde que vous avez pu voir, elle n'a pas été faite de façon au hasard en quelque sorte. On a été accompagné pour ce développement avec le laboratoire européen qui est à Montpellier, qui s'appelle Euromove, qui lui est spécialisé, comme vous a présenté tout à l'heure Benjamin, dans les principes d'affordance, et est spécialisé dans ce qu'on appelle les boucles perception-action. Et la sinusoïde, le cheminement de la sinusoïde, ou du moins la géométrie de la sinusoïde, a été faite pour être particulièrement performant pour la cheville. Et il s'avère que quand on s'intéresse au genou, quand on s'intéresse à la cheville, on est obligé de présenter des informations visuelles qui sont différentes pour que le système nerveux central se polarise sur l'articulation qui nous intéresse.
Donc voilà un petit peu, donc la synthèse, elle vient d'elle-même, hein, et vous l'avez vu, vraiment travailler en situation, on va dire écologique, c'est-à-dire situation qui se rapproche au plus près de la situation d'entorse et qui va permettre de mobiliser les capacités neuromusculaires et la coordination pour venir se protéger contre ce mécanisme lésionnel. À Benjamin. En complément de ce qui vient d'être dit, à la suite de la réalisation de chaque exercice, hein, comme on a pu le voir, exercice 1 à 6, on a la possibilité, avec l'application, de générer des bilans. Donc quand vous êtes sur la séance d'un patient, vous avez un petit onglet qui s'affiche en bas et à gauche de l'écran, générer un rapport. Et à partir de ce moment-là, vous avez automatiquement un bilan PDF qui va être généré. Donc pour illustrer tout ça, on peut également vous illustrer ça avec une petite vidéo qui arrive. Donc voilà, simplement, à la fin de la séance, voilà, on a la possibilité de générer un bilan au format PDF, donc très facile après à glisser dans un lien d'une pièce jointe ou autre dans un mail. Donc voilà, vous l'avez, on va le voir, le thérapeute se connecte, et à partir de ce moment-là, en cliquant sur l'onglet, on accède au bilan PDF, avec toujours présenté de la même façon, hein, avec les rappels du patient, de quelle cheville qui a été testée, un résumé graphique, et puis pour chaque exercice, la performance chiffrée en termes de score, et un code couleur qui permet de savoir si la performance est satisfaisante ou non. Donc voilà simplement pour avoir une idée de quoi on parle. Ce qu'il faut rajouter simplement, c'est qu'on a la possibilité donc de faire ça après chaque séance, mais on a aussi la possibilité de faire ça pour faire un comparatif. Par exemple, comparatif entre la première séance qu'on peut appeler séance bilan initial et une des dernières séances qu'on peut appeler bilan final. Et ainsi, en faisant la même opération, en générant un rapport, vous avez automatiquement un comparatif entre les deux séances qui est réalisé pour chaque cheville, et donc c'est très facile de voir le gain qui a été fait en termes de proprioception ou de performance musculaire pour le patient. Donc, cinquième synthèse sur ce qui a été dit, le Mulux Evolution, c'est en gros le premier outil de diagnostic objectif en cabinet pour identifier précisément et facilement les causes d'instabilité chronique de cheville et quantifier ces déficits, mettre du chiffre derrière ces déficits. Donc ça, c'est des échanges enrichis avec le prescripteur et c'est facile de réaliser des séances bilan. Et on l'a vu, hein, l'intérêt également, c'est que on facilite le diagnostic pour les déficits. Il est facile de générer des bilans pour le thérapeute. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est un outil qui est déjà très plébiscité par les clubs de sport de haut niveau pour diagnostiquer les déficits des joueurs et les orienter vers une rééducation ciblée, une réathlétisation ciblée. Et c'est également un outil de communication qui est intéressant entre les différents maillons de la chaîne thérapeutique. Alors, simplement puisque nous sommes assez contents et assez fiers, donc dans le domaine sportif, là, il y a un engouement important qui se fait sur ce dispositif de façon tout à fait focalisée sur les clubs de football de la Ligue 1. Et bon là, bon nombre de clubs sont en train de s'équiper, mais il y en a un avec qui on travaille depuis une année, et on peut en parler puisque il y a un partenariat qui s'est mis en place, qui est l'AS Monaco, et l'AS Monaco qui se comporte plutôt très bien actuellement en championnat, et qui avait de nombreuses entorses de cheville, et qui par un travail spécifique a réussi à améliorer considérablement leurs problématiques. Mais surtout, alors effectivement, on est content et c'est bien de pouvoir en parler quand on a des choses qui se passent bien. Mais ce qui était très important, c'est que eux ont mis en évidence la capacité du Mulux Evolution à venir détecter des déficits excentriques en charge
qui n'était absolument pas visible avec les appareils isocinétiques. On savait déjà que la mesure isocinétique pour la cheville n'était pas la meilleure indication pour l'isocinétisme, parce qu'en décharge, parce que compliqué à mettre au point, parce que cher pour les cabinets. Mais on voit également qu'elle, lorsqu'elle arrive à être réalisée, elle n'arrive pas surtout à mettre en évidence des secteurs déficitaires dans le domaine excentrique. Et Monaco avait 7 joueurs qui avaient des problèmes réguliers, récurrents sur cette entorse de cheville ou ces instabilités de cheville. Et le dispositif a permis de le mettre en évidence, et c'est par un travail spécifique sur la course articulaire qui posait problème que les choses se sont énormément améliorées. Donc voilà, pour information, avoir présent à l'esprit que le dispositif, d'une part par sa simplicité, mais surtout par sa capacité à mettre en situation lésionnelle en quelque sorte, eh bien, dépasse en quelque sorte les limites de l'isocinétisme sur l'évaluation de la cheville. Alors, pour terminer notre session, pour l'instant, nous avons une offre actuelle qui vous est proposée, surtout si vous avez fait cette formation et cette présentation en ligne. Je vous rappelle qu'il existe également tout au long des mardis des sessions d'académie de la cheville, où là vous avez des informations beaucoup plus fondamentales sur l'anatomie, la biomécanique, sur les études scientifiques qui ont été réalisées ou qui sont en cours, également la prise en charge sur le terrain et la prévention dans le monde sportif qui vont arriver incessamment sous peu. Et donc dans le cadre de ces formations, vous pouvez bénéficier d'une offre particulière, et si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de Florentine qui pourra vous accueillir et vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une présentation au sein de vos cabinets, au sein de vos structures professionnelles. Et si vous n'arrivez pas à prendre ces coordonnées, de toute façon vous aurez le PowerPoint qui va vous être envoyé demain, et vous pourrez à loisir vous rapprocher d'elle si cela vous intéresse. Deuxième point très important, c'est la présentation de cet ouvrage qui a été fait en 2015 et qui, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la cheville et à l'instabilité de cheville, est vraiment l'outil le mieux documenté actuellement, qui a été dirigé par deux éminents chirurgiens français, Yves Tourné de Grenoble et Christian Mabi à Limoges, qui font partie également d'institutions et de sociétés importantes dans le domaine de la prise en charge chirurgicale de la cheville. Et il fait un parcours vraiment exhaustif de l'anatomie, la biomécanique, jusqu'à la prise en charge chirurgicale des déficits et des réparations dans les cas importants. Et je vous invite fortement à le parcourir si vous voulez avoir des informations tout à fait d'actualité. Et puis quelques petites infos pour rester en contact, le Facebook Miolux pour tout ce qui est actualité, formation, rencontres, événements, le site miolux.com pour tout ce qui est études scientifiques, protocole de rééducation, des infos et des conseils sur notre mail ou au téléphone, et puis comme je vous l'ai dit au début de la session, vous pouvez voir toutes les vidéos qui ont été diffusées sur cette présentation sur notre chaîne YouTube. Dans la présentation point PDF que vous allez recevoir, vous aurez tous les liens directs qui renvoient sur cette chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, cette première session se termine. Donc là, nous allons pouvoir passer aux échanges qui sont toujours très intéressants dans le cadre de nos activités professionnelles. Benjamin, eh bien, si nous avons des questions qui commencent à arriver, à votre disposition. Alors, nous avons une question j'arrive pas à voir le prénom, de JC a priori. Avez-vous une liste à jour des kinés disposant de ce dispositif, notamment à Strasbourg? Alors, en ce qui concerne les cabinets équipés du dispositif Miolux mécanique qui était utilisé jusqu'à maintenant, oui, il y a une liste. Les kinésithérapeutes équipés de Miolux Evolution, eh bien, c'est quelque chose qui va être mis en place, je pense, d'ici 3-4 semaines. Le dispositif commence à se diffuser, et puis le temps de modifier
vous savez comment se passent les choses, le temps de modifier le site internet et de se mettre correctement à jour. Normalement, d'ici 3-4 semaines, il y aura la liste à jour des thérapeutes équipés du Myolux Evolution. Par contre, si vous avez besoin urgent, vous pouvez directement nous contacter Florentine qui se fera un plaisir de vous renseigner à ce sujet. Bah voilà, a priori, pas de questions. Est-il possible... Ah si, bah, il y a Charlotte qui nous demande, est-il possible de rééduquer de la même façon une entorse en interne? Alors oui Charlotte, effectivement nous avons les possibilités de rééduquer le compartiment médial de la cheville. Alors pour l'instant le logiciel n'affiche pas les interfaces graphiques que vous avez pu voir, mais effectivement le dispositif le permet. Il suffit de faire un quart de tour à l'articulateur pour venir déstabiliser sur le valgus ou sur les versions, et puis de déstabiliser l'avant-pied également en allant provoquer la mise en pronation de l'avant-pied. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, alors qui se fait dans la traumatologie lorsqu'on a surtout des atteintes de l'extrémité inférieure de la jambe, où là il est nécessaire de rééduquer les deux compartiments, latéraux et médiaux. Et puis on le voit également sur des atteintes au niveau du pied, où il est intéressant d'aller solliciter les muscles de la voûte plantaire, ou les muscles qui sont sustentateurs de l'arche interne, hein, comme le jambier postérieur ou les fléchisseurs des orteils. Et ce dispositif permet, en mettant un point d'appui sur le premier rayon au niveau distal, et en travaillant cette musculature, de venir la réveiller et la maintenir dans une situation opérationnelle. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement en accompagnement des orthèses plantaires, hein, qui viennent maîtriser une déformation osseuse et capsulo-ligamentaire, enfin articulaire et capsulo-ligamentaire, il n'y a pas de déformation osseuse, c'est une déformation articulaire, et il est toujours important d'avoir un accompagnement musculaire pour maîtriser un petit peu cet affaissement. Et puis on a été également dans le domaine du sport de haut niveau, chez des athlètes dans le domaine du sprint ou d'autres disciplines, de saut. On a été amené à venir renforcer les muscles médiaux en synergie avec les muscles latéraux. Ils viennent se plaquer de part et d'autre du calcanéum, ils passent en pont au niveau de l'articulation soutalienne. Et effectivement, ils viennent rajouter une stabilisation importante à l'arrière-pied, ce qui peut avoir un impact non négligeable, c'est dans ce cadre-là qu'on l'avait expérimenté, un impact non négligeable sur le ballottement du calcanéum pendant les contraintes excessives ou les propulsions à forte contrainte, et bien venir un petit peu permettre au tendon d'Achille de travailler dans son axe. Les résultats, alors ce ne sont que des résultats cliniques et d'expérience. Pour l'instant, on n'a pas de publication à vous fournir ou à présenter sur cet aspect-là. Voilà Benjamin, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous sont parvenues? Alors, Christian qui nous pose la question, pour faire une prescription simple de bilan, faut-il faire une séance au préalable avant d'engager le bilan pour expliquer les différents tests? Alors, Christian, vous me direz si j'ai bien compris la question. Est-ce qu'il faut d'abord faire une séance d'apprentissage, je pense, pour pouvoir rendre le patient expérimenté, pour pouvoir faire son bilan? J'ai envie de vous dire, lorsque le dispositif n'avait pas de feedback visuel, c'était pratiquement un préalable. Avec les informations visuelles, on s'aperçoit que le patient s'approprie très rapidement les exercices et surtout la finalité de l'exercice qu'on lui propose. La seule chose, c'est qu'il est parfois nécessaire de passer un peu de temps en position assise, de façon à ce que les exercices ou les mobilités ou les activations neuromusculaires soient comprises en décharge, soient appropriées, et ensuite les choses se font très rapidement en charge. D'autres questions peut-être? A priori, ça a l'air d'être bon. On a juste... Et si la cheville est douloureuse encore? Veut compléter Christian. Alors, si la cheville est douloureuse, bien évidemment, ça c'est un cas qui est totalement différent. Classiquement, on considère qu'on peut commencer la rééducation sur une entorse fraîche au bout du
4e ou 5e jour, lorsque le patient tout d'abord n'a pas de contre-indication médicale, qu'il n'y a pas de lésion chondrale, qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau des péronniers, au niveau des fibulaires, toutes ces informations qui sont transmises par le médecin et qui viennent donner momentanément une contre-indication à l'utilisation ou à la sollicitation du système neuromusculaire. Par contre, lorsqu'on a obtenu, après 3 ou 4 jours, ou 4 ou 5 jours, comme c'est le cas, une fonte de l'œdème, une douleur qui a pratiquement disparu et une mise en charge totale, il n'y a pas de raison de se limiter. Si l'exercice déclenche une douleur, là c'est le principe habituel, on essaye de comprendre pourquoi il existe encore une douleur, et dans ce cas-là, on adapte les exercices. En tout état de cause, normalement une cheville qui a bien dégonflé, qui n'est plus chaude, que le patient arrive à mobiliser en décharge et sur lequel il peut s'appuyer sans retenue, c'est une cheville qui pourra tout à fait supporter les exercices de proprioception de dissociation, et puis proprioception de repositionnement, l'acuité proprioceptive. Ces exercices qui commencent à réveiller les capteurs qui se sont un petit peu mis en sommeil. Ça permet de retrouver une coordination, ça permet de lever l'inhibition neuromusculaire, et puis ça permet de préparer les exercices qui viendront crescendo mettre le patient en charge.